Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, Salut Stéphane. président fondateur de Valumen, management de transition. Et Aziz Seni. Salut Aziz. Bonjour. Multi-entrepreneur, mais là, on va citer Impact Real Estate parce que on va parler un petit peu d'immobilier. Tu voulais en parler, ça m'intéresse bien parce que j'en parle pas du tout. Donc, tu me donneras un peu 2-3 éléments là-dessus. Mais je voulais commencer, à la limite, enfin, oui, vous pourrez commenter, mais c'est plus des éléments d'information finalement à donner. Parce que ce matin est parue l'enquête trimestrielle Rexecode BPI France. Denis Ferrand, le directeur général Rexecode, vient nous voir assez régulièrement. Donc sur la situation financière des entreprises. Les dirigeants de TPE-PME se mettent, ce que j'appelle moi clairement en mode protection du cash. La situation de la trésorerie est relativement stable, mais 32% de ces dirigeants, je ne sais pas ce qu'on va dire, seulement 32%, anticipent une dégradation dans les prochains mois. 49% de ces dirigeants de TPE-PME ont investi en 2022 ou comptent investir sur la toute fin de l'année, et 77% ont investi pour moderniser leur outil ou leurs installations. C'est-à-dire qu'ils ont quand même de l'ambition. Je finis encore 2 éléments, puis je vous fais réagir avant qu'on parle des salaires. Les difficultés de recrutement restent de loin la première préoccupation, citée comme frein à l'activité par 59% des dirigeants TPE-PME. 74% de ces dirigeants font face à des difficultés d'approvisionnement. Mais il n'y a pas de sujet de demande. Il n'y a pas de sujet de demande. C'est vraiment un sujet d'offre, que ce soit sur le recrutement ou sur l'approvisionnement. Et les perspectives de demande, quand même, se dégradent très légèrement. À 35%, c'est en hausse de 2 points sur un an. Voilà. C'est quand même... Enfin, ça ne ressemble pas à une crise, quoi, Nicolas. Je ne sais pas comment tu vois le truc. Ça ne ressemble pas à une crise. Non. Quand on le voit dans ce que disent là les gars qui sont à la tête des boîtes. Non, c'est vrai, ça ressemble pas à une crise à l'heure où on se parle, mais il y a quand même sérieusement pas mal de nuages qui commencent à arriver au-dessus de nos têtes. Moi, je le vois tous les jours. Par rapport à notre dernière émission, j'ai 2 nouvelles entreprises qui sont en redressement judiciaire, et pas des moindres. D'ailleurs, dans le secteur, encore une fois, de l'industrie, parce que des problèmes d'approvisionnement qui engendrent derrière des vraies difficultés, et toujours ce problème du coût de l'énergie. Je parlais encore à cette entreprise-là qui fait du béton en tant que tel, et qui voit sa facture énergétique multipliée par 8, parce qu'il fait du béton travaillé, très spécial, béton ciré, escalier, qu'il faut chauffer toute la nuit au fioul, au gaz, et qui renégocie des contrats. Et il m'expliquait qu'il avait négocié des contrats sur 3 ans, pour 60% de son activité, mais que 40% de son activité, il était là en pleine négociation. Et là, il avait des prix multipliés par 6 ou par 8. Ben oui. Et il est là le sujet. En fait. Mais attends, alors ça m'intéresse, tu dis quoi, toi? Tu dis, parce que moi, je trouve la position. Donc, Roux de Bézieux a fait hier, le MEDEF a fait hier une conférence de presse sur le sujet. Je trouve leur position totalement illisible. C'est-à-dire que Roux de Bézieux te dit d'un côté, attention, on est à l'euro près, de l'autre côté, ton gars là qui fait du béton, il faudrait le subventionner. Moi, je suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'il fallait le subventionner. Je faisais juste l'analyse du constat parce que j'écoutais sa problématique qu'il était amené, qui gérait là. Je l'ai eu encore au téléphone pas plus tard qu'hier sur le sujet. Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément subventionner. Je dis juste que les nuages, pour répondre à ta question précise, on n'est pas dans la crise là en tant que telle, mais il y a quand même plusieurs faisceaux, plusieurs indicateurs aujourd'hui. Le deuxième indicateur, je le vis d'ailleurs sur ma propre entreprise, c'est la flambée des taux d'intérêt. Il se trouve que moi, je facture pour des raisons stratégiques au niveau de mon entreprise dans le management de transition. J'ai mon coût de l'argent qui a été multiplié par 2,5 entre ce qu'on faisait il y a 8 mois et aujourd'hui. Tout ça, c'est des... Voilà, on voit un certain nombre de faisceaux. La demande est toujours relativement bonne, mais j'ai aussi un certain nombre de clients, et sans citer de nom dans le secteur du luxe, qui, par exemple, ont décidé de geler 20% de leurs projets, alors que leurs résultats sont fantastiques, en prévision d'une crise à venir. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est des petits signaux, mais en tout cas, je trouve que ça commence à venir. Je suis d'accord avec toi, c'est que oui, il y a quand même quelques nuages. Les défaillances de boîtes, on en parlait encore sur ce plateau il y a quelques émissions. On disait que pour l'instant, il n'y avait pas de tsunami, oui, etc. Mais c'est ça, les défaillances de boîtes. Il faut qu'elles défaillent, les boîtes. Il faut qu'elles défaillent. Mais il y a des indicateurs par rapport à tout ce que tu as donné tout à l'heure. Il y a des indicateurs autres qu'il faut aussi regarder. 12 000 boîtes qui se cassent la figure sur les 4 derniers mois. C'est quand même déjà un quart de ce qu'on faisait avant la crise sanitaire. Donc il y a une courbe. C'est un apurement de marché, Exactement. etc. D'accord.
Tu disais que la demande ne baissait pas. Moi, je suis pas sûr. En tout cas, les chefs d'entreprise n'identifient pas, pour l'instant, c'est un peu problème de contradictoire, demande. parce que quand tu sécurises ton cash, ta trésorerie, c'est que tu fais aussi un effort sur tes achats. Tu regardes où tu vas placer ton argent, tu regardes un peu plus les prix d'achat. Donc, tu fais forcément des coupes budgétaires. Donc, forcément, derrière, tu as quelqu'un qui n'a plus la commande qu'il avait dans certains services, la communication, le marketing. De l'énergie. Il y a aussi l'énergie. D'abord l'énergie, mais pas que. Raison, les mecs. Mais pas que. Et moi, je pense qu'il va y avoir une baisse des commandes. Sur certaines PME. Je pense que c'est aussi un facteur, c'est pas le principal, mais je pense qu'il va y en avoir. Donc, Non, juste pour partager avec vous, parce je voudrais juste rajouter un élément, c'est que je crois que tu l'as pas cité, c'est que je ne sais plus quel est le pourcentage. Je crois qu'on est autour de 60% des chefs d'entreprise qui prévoient aussi d'augmenter leur prix de 3,5 à 5%. Et on va y aller après ça. D'accord. On va y aller après sur l'histoire prix-salaire. Mais non, mais tiens, juste on va le dire rapidement, puis comme ça on aura fait un global sur la macroéconomie, on va dire, même si c'est quand même de la micro, enfin bref, peu importe, pardon pour ça. Sur l'histoire de la productivité, tu dis défaillance d'entreprise, vachement intéressant. Donc, le taux de chômage encore en baisse, ok, 7,3%. Stabilité sur un an. Sur 2 ans, l'emploi salarié marchand progresse de plus de 4%. Alors que la valeur ajoutée, donc ce que produisent les entreprises, n'a augmenté que de 0,8%. Et moi, je pense que Donc je finis. On est sur une réelle baisse de productivité. Ouais. Et quand on se gratte la tête, et quand les économistes, notamment l'OFCE, Erwan Tison, qui vient nous voir régulièrement, se grattent la tête pour comprendre, il y a sans doute effectivement le maintien en emploi de stock de gars qui en fait ne bossent plus parce qu'ils sont dans des entreprises zombies, à moitié zombies, en tout cas fragiles, etc. Qui vont déposer. Il faut libérer cette force de travail. Mais il y a autre chose aussi, c'est que tu mets ça en face de la pénurie de recrutement. Le chef d'entreprise qui se dit, est-ce que je garde mon gars avec une valeur ajoutée, même s'il n'est pas à 100% sur son poste, est-ce que je le garde ou pas? Si je le libère et que demain ça reprend ou après-demain, je vais peut-être transpirer avant de retrouver pareil. Donc je le garde et finalement je perds un petit peu plus puisqu'il n'est pas à fond, il n'est pas à 100%. Il est peut-être à 80, 75, 60. Donc, il y a cette surdépense sur le poste salarié qui peut-être explique un peu aussi... Mais, encore une fois, cette espèce de stock d'entreprises qui n'ont pas fait défaillance, et alors, tu me dis, j'avais pas vu le chiffre, moi, que ça s'accélère. J'ai pas vu de chiffre récent, mais disons qu'on revient dans des rythmes qui sont des rythmes à peu près classiques, enfin ceux qu'on avait dans les années 2010. Oui, il y a encore 10, 20, 30 000 boîtes qui doivent en fait faire défaillance pour libérer cette force de travail et retrouver de la productivité. C'est super important. Alors, 2 éléments. On parle de 40 000 entreprises et à peu près 250 à 270 000 emplois qui seraient concernés sur 2023 et qui vont tomber et qui doivent tomber. Je partage, c'est-à-dire que malheureusement, ça fait partie de la vie économique. Il y en a qui tombent, il y a de nouveaux acteurs qui vont naître et tout ça contribue à cette transformation. Le deuxième élément aussi où il faudrait associer les chiffres, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, Stéphane, sur les chiffres du chômage. Il y a une très forte dégradation sur les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs, avec d'une part plus d'1 million de personnes qui, par définition, ne sont pas dans les statistiques du chômage et dont l'activité, pour eux, a considérablement diminué avec un nombre de défaillances très important. C'est quoi tes sources là? Pardon Nicolas, mais c'est quoi tes sources là-dessus là? Parce que 1 million c'est beaucoup. Il y a 1 200 000 auto-entrepreneurs. Donc me dire qu'il y en a 1 million qui sont en difficulté, ça me paraît beaucoup. Non, pardon. Il y a plus d'1 million d'auto-entrepreneurs, mais j'ai lu dans les Échos il y a 3 semaines maintenant qu'il y avait une dégradation avec un chiffre d'affaires en baisse pour cela. Et ce que je veux dire, c'est que je me suis renseigné, statistiquement, ils sont ni dans les chiffres du chômage. Ah bah bien sûr. Non, mais donc ils sortent, et c'est pas pour autant qu'ils ont un volume d'activité qui leur permet de générer un revenu suffisant, de vivre et de s'entretenir. Ce que je veux dire, c'est que le chômage qui se stabilise, tout ça, il y a eu beaucoup de vases communicants avec une forte montée du statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est un moyen aussi de sortir des statistiques du chômage. Faut se dire aussi les choses. Bon, je le constate. Non, mais constate. Non. Nicolas, ça tombe bien, on a le temps. Je vais pouvoir te dire que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Le statut auto-entrepreneur, je t'amènerai François Hurel, n'a pas été créé
pour faire baisser les chiffres du chômage. Ce combat de France... Ah bah, si tu dis ça, d'Alain Madelin, de François Hurel... Ah non, je t'en prie. Non. Il a été créé pour donner de la liberté. Il a été créé pour travailler avec moins de charges, parce que c'est quand même ça, globalement, l'idée. Il a été créé pour développer l'entrepreneuriat par des gars qui sont des hussards noirs de l'entrepreneuriat. Non, c'est pas très pour bien. faire baisser les Je chiffres veux du dire, chômage. toute initiative qui contribue à développer l'esprit d'entreprendre, Quand même. être le premier pied, c'est une bonne chose. Maintenant, de là à faire croire aussi, tu en conviendras, que de créer une boîte avec 1 euro de capital et tout le monde peut être chef d'entreprise demain et développer, la réalité sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Oui, mais c'était bien de donner le c'est sentiment et de faire du bien volume. sûr, que l'auto-entrepreneur puisse se développer pour devenir demain un patron de TPE, puisse se transformer en PME et en ETI demain. C'est le parcours. Tout ce que ça c'est le parcours qui est intéressant. C'est libérer juste déjà cette barrière psychologique de se dire je peux déjà avoir mon auto-emploi, être et le premier pas vers l'indépendance. Je suis d'accord. Ne me faites pas aller sur le terrain. Je suis d'accord avec. Mais n'y va pas, c'est toi qui as été sur ce terrain. Donc pardon, on te sort en fait. On te sort des sables mouvants où tu étais en train de t'enfoncer. Mais tu as raison en fait, et Alain Madelin d'ailleurs le disait, il disait j'ai un regret, c'est qu'en fait on a appelé ça auto-entrepreneur, mais il fallait un truc un peu bankable, mais en fait pour lui c'est auto-employé. C'est ça le vrai statut, c'est un statut d'auto-employé, c'est je fabrique mon emploi moi-même. Et je suis très bien comme ça. Dans d'autres pays, c'est en partie. Absolument. Dans d'autres pays, on utilise le terme d'auto-emploi. Alors là, au demeurant, là, je suis pas d'accord avec Alain Madelin. Je préfère auto-entrepreneur. Moi, j'adore le terme entreprendre. Je trouve que d'ailleurs, c'est un verbe fabuleux. On peut entreprendre pour soi, on peut entreprendre pour une cause, pour une association. On connaît tous tes engagements, Aziz. Voilà, moi j'aime bien ce terme entreprendre. Je trouve que c'est un verbe superbe. Oui, mais c'était parce que, alors tu l'as dit avec fougue, et puis parce que ça te correspond, mais quand même globalement, ce statut est fait. Alors moi je l'ai été, auto-entrepreneur, donc j'en parle vraiment en toute connaissance de cause, et j'en suis sorti assez vite. Mais quand même, tu as quand même très très peu d'auto-entrepreneurs en fait qui passent dans le régime général de l'entreprise. Voilà. Et globalement, les gars qui ont promu ce statut, on avait quand même la pression. C'est-à-dire que si tu veux monter une entreprise, si tu as ça dans tes gènes, dans tes tripes, c'est quand même assez facile, quoi qu'on dise. Mais ceci dit, ça se fait assez facilement. Quand j'ai créé Valumène le 6 mars 2020, j'étais tout seul dans ma SAS. Bon voilà, et c'est le fruit du travail, mais t'as pas du fait plan. un statut d'auto-entrepreneur. Tu savais qu'assez vite, tu ferais plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, j'avais l'ambition. Voilà. Non, et puis surtout, c'est quand même 60 000 euros de chiffre d'affaires. Eh oui, voilà. On s'est créé en sur des prestations de services. Alors, les salaires, je finis l'ensemble des infos qu'on vous donne. On va voir des petits graphes d'ailleurs. Je ne les ai pas pris avec moi, c'est pas grave, on va les voir. Donc 76% des chefs d'entreprise ont augmenté ou vont augmenter les salaires avant la fin de l'année. Augmentation moyenne donc de 4%, 3,9%. Et 64% de ces chefs d'entreprise vont le refaire en 2023. Et tu as raison Aziz, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, ils prévoient de pouvoir, et c'est à peu près les mêmes proportions, augmenter leur prix de vente. À peu près aussi dans les mêmes proportions, donc 5%. C'est là où, quand même, il faut se creuser un peu la tête. Tu as l'impression que... ça s'appelle l'inflation, mon gars. Ouais, c'est ce que j'ai... T'augmentes les salaires, t'augmentes les prix. Donc voilà, on est finalement, bon an, mal an, qu'est-ce que ça change dans le fond si tu touches 5% de plus, mais que tout augmente de 5%, je schématise. Qu'est-ce que ça change, and so what Alors, and so what, le problème, c'est que tant que c'est 5%, ça se gère. Le problème, c'est que cette courbe a tendance, tu sais, c'est le fameux tube et le fameux dentifrice. C'est-à-dire, une fois que c'est sorti, ça a tendance à monter en puissance quand même. Et à un moment, t'en perds le contrôle. Je sais que tu le cites souvent, mais quand tu écoutes Michel-Édouard Leclerc sur ce qui va se passer sur cette fin d'année avec l'inflation à 2 chiffres... L'alimentaire, que pour l'alimentaire. Pour l'alimentaire. C'est quand même un budget pour certains. Oui, pour certains. C'est que pour l'alimentaire. Que pour l'alimentaire. Non, mais tu as raison. Et Bompard dit la même chose pour Carrefour. Mais enfin, je trouve intéressant... Et l'énergie, les amis. Oui, mais la hausse à 2 chiffres dont parle Leclerc, c'est 14% la hausse de l'énergie là, qui arrive. Absolument. Donc voilà, c'est à 2 chiffres aussi. Mais la hausse de l'alimentaire dont parle Leclerc, il parle de... C'est là où il faut quand même pousser le bouchon plus long et dire que finalement...
régler le problème de cette inflation ne passera pas et ne peut pas passer uniquement par le salaire et les revalorisations salariales. Il y a une restructuration d'un certain nombre de charges, de coûts par l'administration et par l'État qu'il faut revoir. Il y a une réorganisation et des économies d'échelle à faire sur un certain nombre d'administrations parce que là, on ne peut pas faire gagner en pouvoir d'achat uniquement par des augmentations de salaire. Ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible. Oh, on va faire de la dette. La restructuration de l'appareil d'État, mon gars, si tu veux t'y attaquer, Aziz, you're welcome, mais... Non, mais il faut déjà commencer à en parler, c'est s'y attaquer, et ensuite il y a quelques solutions. Ce qui manque, c'est pas tant les solutions, c'est un peu de courage politique, et là je ne vise personne. T'as raison. La semaine dernière, on était avec des consultants là, qui nous apprenaient que, tu le sais toi, en fait c'est le premier job des consultants juniors. Quand tu rentres dans un cabinet de consultants, les mecs, c'est une sorte de bizutage, tiens, fais-moi la réforme de l'État. Et visiblement, c'est assez simple, en fait. Bon, voilà, j'en sais rien, mais en fait, c'est assez simple. Bon, voilà, je vous ai tout dit sur les infos que j'avais à vous apporter en ce qui concerne la macro. Logement immobilier. De quoi tu veux nous parler, Aziz? Donc, il y a la proposition de loi pour protéger les propriétaires. Oui, je voulais qu'on en parle parce qu'on en a un petit peu parlé ici. Vous avez tous suivi ce qui se passe dans l'actualité. Ces propriétaires qui sont de plus... En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, c'est peut-être la loupe grossissante médiatique, mais on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui se font connaître avec des squatteurs, avec cette règle en France où quelqu'un peut s'installer chez toi et si je crois que c'est au bout de 5 ou 6 jours, s'il a ouvert un compteur électrique ou une facture à son nom, il peut s'établir chez toi et X temps avant de sortir. Donc cette législation vient, c'est assez surprenant parce que quand on creuse un peu, c'est un peu contradictoire avec l'esprit de propriété, de jouir de son bien, etc. Et donc, j'essaye, je m'initie au langage Quai d'Orsay en LV2. Donc cette loi vient un petit peu, ce projet de loi, parce qu'il n'est pas encore été... Non, c'est un projet de loi, attention. Vient un petit peu remettre de l'ordre là-dedans en disant il y a quand même des gens qui sont propriétaires, et en particulier les petits propriétaires, qui vont pouvoir, dans les baux, pouvoir spécifier que un truc tout bête, c'est que si tu ne payes pas ton loyer et en fonction des raisons, le bail s'arrête et donc tu es contraint de quitter l'appartement. Alors beaucoup sur l'immobilier d'entreprise, c'est beaucoup plus simple, un bail précaire ou un 369, quand le locataire ne paye plus. Il y a des moyens qui sont beaucoup plus simples pour pouvoir rompre et se séparer du locataire. En particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Toi, tu fais que de l'immobilier commercial, toi? Oui, c'est beaucoup plus simple. Non, mais beaucoup plus simple. Ce que tu dis là, c'est la clé de tout, Aziz, parce que crise du logement, on est devant, 500 000 logements par an qu'il faudrait construire, blablabla. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'investisseurs aussi pour le particulier? Alors, les foncières avaient commencé à s'y intéresser, et puis voilà, mais c'est... pour ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les risques commencent à être... En fait, le député qui a fait, vous avez sans doute vu ça, le député qui est à l'origine de ce projet de loi, a fait une séance à l'Assemblée, une audition d'une dizaine de propriétaires qui sont venus raconter, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui sont venus raconter leur détresse. Mais c'est invraisemblable, quoi. Des gens qui, en fait, ont un logement, mais sont obligés de squatter à droite et à gauche parce que leur logement, qui était en location, est occupé et que, pour des raisons qui sont parfois aussi simplement que la force publique ne veut pas intervenir, parce qu'à un moment, il faut que le préfet donne... même s'il y a eu condamnation judiciaire, il faut encore que la force publique veuille bien intervenir, se retrouve dans des situations ahurissantes. Enfin, cette dame qui racontait que donc elle est maintenant quasiment à bout de force et à bout de trésorerie, et ces squatteurs, donc qui ne payent rien depuis des mois, envoient des photos de leurs vacances au ski, etc. et tout. Enfin, c'est un truc de dingue. En plus, il faut distinguer les situations, parce que quand tu as des locataires qui sont dans des situations sociales, en détresse, etc., il y a différentes aides que tu peux monter, voir, organiser. Bon, bref, il y a des solutions qui existent. Mais quand tu as des squatteurs qui, de manière délibérée, s'installent et profitent finalement de ce vide juridique laissé, c'est pas tenable. Et derrière, tu as ce que tu dis, la police et le préfet, qui, malgré des décisions de justice, mystérieusement n'interviennent pas et ne font pas exécuter les jugements. Donc c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué?
C'est peut-être au juge. Non, non. Et pour finir de tirer la pelote, quand aujourd'hui, et on l'entend beaucoup, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces propriétaires qui demandent la caution des parents, des grands-parents, du général de Gaulle, de je sais pas quoi et tout? Bah oui. C'est-à-dire que tu es bien obligé de te protéger d'une manière ou d'une autre quand tu te retrouves dans ces situations-là. Si tu avais une situation saine où un gars qui paye pas, c'est dehors, un produit que tu ne peux plus payer, bah on ne te le fournit plus, tu aurais sans doute beaucoup moins d'exigences à l'entrée, notamment pour les plus jeunes. Et c'est vrai, mais il y a deux autres problèmes à ça. C'est que même comme tu le soulignes, Stéphane, c'est que même quand tu prends des cautions, pour faire jouer la caution, ça te prend un paquet de mois. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas exécutoire en 15 jours comme ça pourrait l'être. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, celui qui s'est porté caution trouve toujours les moyens de faire en tout cas traîner. Et en attendant, tes loyers ne rentrent pas. Mais le deuxième drame de tout ça, moi j'ai le cas très concret d'une dame qui s'est retrouvée exactement dans cette situation-là, avec son logement qui était squatté, non payé depuis plus de 9 mois, mais surtout avec des dégradations extrêmement importantes, avec des squatteurs qui avaient jusqu'à une quinzaine de chats dans l'appartement. Quand elle a récupéré son logement, mais c'était une horreur. Donc il y a la double peine en plus. La double peine de ne pas avoir eu tes loyers pendant 9 mois, d'avoir dépensé beaucoup d'argent sur le plan juridique, et en plus de ça, d'avoir un bien qui a été totalement dégradé, avec des gens qui sont en plus de ça non solvables. Donc bref, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant ce projet de loi, parce que je pense que libérer un petit peu l'esprit locatif, et en protégeant aussi un peu, je conçois qu'il faille protéger un peu les locataires, je conçois aussi qu'il faille peut-être aussi autant protéger les propriétaires, et en particulier les petits propriétaires. Et puis on en a besoin. On a besoin pour construire. Pour aérer, il faut construire. Il faut libérer les propriétaires. Il faut encourager les propriétaires à investir dans l'immobilier pour faire du locatif, mais il ne faut pas que le locatif devienne un frein trop important, que ce soit par le blocage des loyers, par exemple, ou par la situation qu'on est en train de vivre, parce que sinon, tu n'auras plus de logements à louer, et derrière... Ce qui nous amène d'ailleurs, il faut construire, au sujet de l'immigration économique. Sujet qu'on a déjà traité ici. Je me souviens que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Mais non, mais c'est intéressant, Aziz, parce que j'ai appris plein de trucs. On en a pas mal parlé là autour de la table sur ces 15 derniers jours. J'ai effectivement appris beaucoup de choses. En gros, si tu veux, le sujet, ce que sont venus dire, et notamment des gars qui se sont vraiment penchés sur le problème, le sujet qu'on a et qui en fait rend le débat impossible, c'est que la structure d'immigration ressemble à la structure de l'emploi. Et qu'en fait, les immigrés qu'on attire sont des sous-qualifiés, parce qu'on est aujourd'hui majoritairement et de plus en plus en train de développer une économie sous-qualifiée, et que les hauts potentiels, eux, en fait, choisissent de moins en moins la France. Les États-Unis aussi, d'ailleurs, ont pris un petit coup, là, sur les derniers classements, et qu'on a un mal fou à les attirer. Donc, si tu veux, tu vois, le sujet, c'est que ce sujet d'immigration économique, qu'on le veuille ou non quand même, renforce une sorte de sous-qualification générale de la force de travail en France, si je peux parler comme ça. Voilà. Il y a plusieurs... c'est la rencontre de l'efficacité, le côté pragmatique, opérationnel, j'ai presque envie de dire hashtag ressources humaines, hashtag gestion prévisionnelle des ressources, et de l'autre côté l'idéologie, la trouille, la passion et le côté un peu politique. La réalité des chiffres, elle est froide. On a une question démographique, on a une question de besoin dans les entreprises sur les postes que tu viens de décrire, et puis de l'autre côté, on voit bien le contexte politique dans lequel on est. On a même certains partis qui te disent zéro immigration, en mélangeant immigration, en faisant des amalgames assez surprenants. Enfin, immigration légale, immigration illégale, enfin tout ça est mélangé sans distinction, et je trouve que c'est pas bon du tout pour nos entreprises et pour notre économie. On a besoin, on va avoir besoin d'une immigration légale. Il ne faut pas qu'elle ressemble à celle des années 70, parce qu'on a déjà eu des cycles d'immigration, mais il faut qu'elle soit calibrée, sécurisée, oui, mais le problème, pourtant, ce serait un peu ça. C'est-à-dire que ce serait un peu remplir les usines Talbot, comme on a pu le faire dans les années 60 ou les années 70, tu vois. Ça voudrait dire, excuse-moi, je vais dire un gros mot. Vas-y, je t'en prie. Ça voudrait dire qu'on est des cons. Si on refait exactement, quand tu fais une erreur... Mais t'as pas le choix, les hauts potentiels veulent plus venir. En partie d'ailleurs parce que tu as un climat autour de l'immigration qui est un climat détestable. Qu'est-ce qu'on a fait pour attirer les hauts potentiels? Mais je suis d'accord avec toi. La question, elle est là. Ils ne veulent pas venir, c'est qu'on n'a rien fait pour leur donner de l'appétit, pour leur dire de venir. Et souvent, quand on parle d'immigration, on parle de ceux qui arrivent, leur profil, etc. On oublie toujours de regarder qui part. Et dans cet échange, tu as raison,
entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui peut travailler comme plongeur ou serveur dans un restaurant et que de l'autre côté, tu as un ingénieur qui s'est barré aux États-Unis ou au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, forcément, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de plongeurs ou pas besoin de serveurs, mais on a une perte en termes de productivité qui est certaine. Donc la question, elle est de qui on a besoin pour arriver dans nos entreprises et qui part et comment on peut retenir. Et ces questions-là, je n'ai pas l'impression qu'on y ait répondu de manière efficace. Non, je suis d'accord avec toi. Nicolas ? Oui, alors sachant que pour les hauts potentiels, le problème, il n'est pas de partir pour se faire une expérience au Canada, au UK, en Europe ou aux États-Unis. La question, c'est bien de prendre cette expérience en dehors de nos frontières, mais c'est comment est-ce qu'on les fait revenir sur le territoire national pour apporter cette expérience, cette richesse auprès de nos entreprises. Et là, on retouche encore au sujet de l'attractivité de la France sur tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan, j'allais même dire, environnement. C'est quelque chose qui est global et qui doit se construire sur la durée. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce que c'est au potentiel, ils partent, mais on a du mal... Enfin, ils partent, ils viennent pas, puisqu'on parle d'immigration. Oui. Il y a ceux qui partent, mais il y a d'abord ceux qui ne viennent pas. Voilà. Ils vont en Suisse ou ils vont à Singapour aujourd'hui. Voilà. C'est ça c'est les nouvelles destinations favorites. Les nouvelles tendances. Bon, après, là aussi, on a aussi ce qu'il faut, c'est... C'est un sujet de société quand même qui se pose, non, Nicolas ? C'est-à-dire, moi je comprends la position d'Aziz. Le problème, c'est tu fais venir... parce que, tu l'as dit toi-même, tu en as besoin, hôtellerie-restauration, tu en as besoin sur les chantiers, etc. Et tout. Derrière, tu n'échappes pas au regroupement familial. Et j'ai presque envie de dire, et alors, ces tensions de société... Tensions de société, si tu reconstruis le Val-Fouré et que tu fous tout le monde au même endroit avec les mêmes problématiques, etc., c'est sûr que tu auras à nouveau recréé un cycle. Si, de manière intelligente, tu revois ton urbanisme, ton aménagement du territoire, ton recrutement, si tu dis... non, je ne vais pas faire les conneries des années 70 à aller chercher uniquement en Afrique, dans les anciennes colonies, etc., etc. Là, je vais faire un peu ce que font les Canadiens. Je vais essayer de ventiler d'un point de vue ethnique, d'un point de vue nationalité, d'un point de vue religieux. Et puis sur mon aménagement du territoire, je ne vais pas mettre tout le monde sur ce qui deviendra la ceinture rouge, mais je vais peut-être en mettre aussi un petit peu et réfléchir à mon aménagement du territoire en Lozère, en Corrèze, dans des endroits aussi de ce type-là. Ils n'en ont pas besoin, là. Ils n'en ont pas besoin, mais il faut attendre le besoin. Bah oui, il faut qu'ils bossent quand même, les gars. Il faut qu'ils aient du boulot quand même. On va peut-être en parler, mais on a peut-être des industries installées là-bas. Non, mais il faut tout revoir. Vous êtes fatigués, les gars. Non, mais un chantier énorme. C'est pas qu'on est fatigué, c'est que ça si se passe vous voulez pas comme ça, Aziz. Mais parce qu'on le veut pas. Le commissariat général au plan, si tu veux, c'était un truc qui fonctionnait dans les années 50 parce qu'il fallait tout reconstruire. Mais aujourd'hui, tu vas pas dire à un industriel, au fait, mon gars, il faut que tu ailles en Lozère. Même les médecins, tu n'y arrives pas. Tu lui dis pas comme ça, mais tu crées un contexte pour l'aider, pour le favoriser. Mais attends, Aziz, combien on a créé de zones franches, de zones super franches, de super zones super franches. De super zones franches, on l'a fait avec les entrepreneurs, on l'a fait avec les industriels, ou c'est trois énards qui se sont réunis dans un bureau autour de Juppé pour expliquer ce que devait faire la zone franche. On les a connus, les zones franches, on les a connus, toi et moi. Mais je sais qui les a fait. Il n'y avait pas d'entrepreneurs dans le groupe de travail. Peu importe, n'empêche que ça ne fonctionne pas, ça se décrète pas. Tu ne construis pas un produit sans le client. Non, par contre, Aziz, moi, le problème posé est quand même le suivant. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est au plein emploi au point de devoir faire revenir une immigration en France pour... Non, mais si. Laisse-le finir. Non, mais attends, je suis désolé, parce que tout ce que tu évoques en problème d'intégration, de développement sur nos territoires... Si tu réinjectes effectivement des immigrés dans quelque chose qui aujourd'hui n'a pas fait ses preuves et déjà ne fonctionne pas, je suis déjà pour régler le problème à l'intérieur avant de commencer à réouvrir. Nicolas, je vais être factuel. Personne, des Français installés, Français ou étrangers, installé en France, ne veut faire un métier de plongeur, ne veut faire un métier de restaurateur, ne veut aller sur les chantiers, ne veut conduire ton camion pour te livrer ton colis Amazon. Donc tu montes, tu descends, tu peux dire je vais aller piocher dans les 7%. Les gars, tu vas pas mettre un flingue sur la tempe du gars qui veut pas faire ça. Sauf à dire, tu prends ce qu'on te donne. Et là... Tu touches un peu à la liberté de choix, à l'envie de chacun, etc. Tu vas pas dire à un gars qui est, je sais pas, dans un domaine, tu es au chômage depuis 12 mois, non mais maintenant mon gars, tu vas conduire un camion moins de 3,5 et tu vas livrer les colis. Pourquoi Nicolas ? Pourquoi Mais parce que ça n'a pas de sens. Mais non mais Aziz, mais le problème est bien plus complexe que ça. Prends un bulletin de paye en 1968, prends un bulletin de paye en 2022.
tu avais 5,2% de retenue sur ton brut en 68, tu en as 23% aujourd'hui en 2022. C'est un problème d'argent. C'est que ton salaire aujourd'hui n'est pas assez rémunéré. Donc oui, tu veux pas attirer parce que les gens ne peuvent pas vivre avec 1300 balles ou 1400 euros aujourd'hui. Mais Donc, tu payes 1300 ou 1400 balles. Mais mets ton salaire. Mais t'as vu. Mets ton salaire. T'as un compte d'exploitation. Si tu augmentes tes prix en ce moment, on parle d'augmentation des salaires. Ce que je veux te dire. Tu sais ce que c'est qu'un bilan de transporteur? Je continue sur mon. Mais non, mais on est tous d'accord là-dessus. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est le coût de la société, c'est le le coût de la problème. société, le problème. Je veux dire, tant qu'on ne résoudra pas ce problème, et là je te rejoins. Donc j'explique à mon restaurateur qu'en fait, qu'on attende de résoudre le problème que tu évoques, qui est très juste, avant qu'il puisse espérer avoir un serveur ou mon transporteur avant d'avoir un chauffeur. Dans 10 ans, on dira le même problème. Non, mais il a raison, Aziz, ça n'aura pas changé. Moi, j'ai un compte d'exploitation, il est sur 12 mois, gars. Je peux pas t'entendre dire ça. Donc tu comprends. Bah oui. Je peux pas. Donc pour produire, il faut bien aller chercher ailleurs, les gars. Donc on va contribuer à entraîner encore plus l'ensemble de la France dans encore plus de déficit, encore plus de dettes, et tu ne seras pas à 23% de prélèvement sur tes salaires en 2040-2050, tu seras à 40% avec un actif pour 3 inactifs. Donc il vaut mieux dire à nos restaurateurs, les gars, je suis désolé, vous n'avez pas de serveur, fermé. Ou bien, comme on l'a vu cet été, vous ne trouvez pas, c'est pas grave, vous réduisez votre voilure, au lieu de tourner à 100%, vous serez à 60%. Donc on accepte de freiner notre machine économique au nom de on va avoir des problèmes dans 20 ans. Je veux dire, ce n'est pas la bonne solution. C'est une façon de gérer qui est une façon, excuse-moi, de riches et de bourgeois. Non. Non, Moi, c'est pas la bonne solution. C'est du court et du moyen terme. Il y a des gens qui sont en difficulté et je pense d'abord à la machine économique. On a des besoins, il faut répondre tout de suite. Il y en a plus qu'assez, et tu le sais, tu es entrepreneur, des politiques qui t'expliquent que de toute façon, on va régler le problème dans 5 ans. Mais 5 ans, je suis mort. Keynes le disait, à long terme, on est tous morts. Donc non, moi j'ai besoin de solutions immédiates. Mon recrutement, c'est maintenant dont j'en ai besoin. La haute saison arrive dans mes stations de ski, c'est maintenant. Tu me proposes quoi comme solution? La réponse c'est on va changer, on va réorganiser. À 800 € de toute façon par personne. Je peux pas l'entendre. Bon, c'est intéressant tout ça. Le reste sujet de fond. Je vois pas ce que Keynes est venu foutre là-dedans, mais sinon c'est intéressant. Tiens, sur la dette, j'ai pensé à toi. Les investisseurs internationaux plébiscitent le marché de la dette française. Ils jugent à 99%, attends mon pote, il y a des trucs qu'on sait faire. Ils jugent à 99% que son fonctionnement est satisfaisant, voire très satisfaisant. Enquête annuelle, agence France Trésor, réalisée par le cabinet indépendant IEM Finance. IEM Finance, tu vois, magnifique. Voilà. Oui. Mais de toute façon, tu sais qu'on est champion du monde à Bercy. On est champion pour créer des impôts, on est champion du monde pour recouvrer. Tu sais que le monde entier, d'ailleurs, vient se former à Bercy. Voilà. C'est de la Grèce pour mettre en place ce système. D'ailleurs, je vous rappelle que la Corse avait été cédée à l'époque par les Génois parce qu'ils étaient incapables de recouvrer l'impôt en Corse et qu'ils ont cédé c'est vrai, la Corse. Je savais pas ça. Oui, c'est ça l'origine. Ils n'arrivaient pas à récolter, ils en avaient ras-le-bol des Corses. Donc, ils ont dit, on va céder la Corse. Et résultat, on a effectivement hérité de cette île. Voilà. Bon, il nous reste 3 minutes. Effectivement, alors ça a été j'ai pas eu le temps d'en parler dans la semaine. Le groupe Le Duf, c'est vrai que c'est une histoire assez significative de ce qui se passe avec l'industrie. C'est quand même Le Duf, la boulangerie industrielle, donc 2,3 milliards de chiffre d'affaires, 4 milliards de produits distribués chaque année. Moi, ça me fascine. 4 milliards. 4 milliards de viennoiseries, etc. Il faut les vendre, quoi, comme 4 milliards. T'imagines le truc? Colossal. Donc, renonce à ouvrir une usine à côté de Rennes. Faudrait je peux lancer un appel si M. Le Duf nous écoute. Il faudrait peut-être regarder du côté des... Je prends ma casquette quartier d'affaires. Il faudrait regarder s'il n'y a pas du foncier disponible dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville. Parce que, contrairement à certains autres endroits, je suis sûr qu'ils seraient super bien accueillis pour installer une usine. Et pourquoi ils n'y vont pas, les mecs? Peut-être par des a priori, en se disant c'est pas pour nous, ou peut-être qu'il va y avoir des soucis, ou etc. Il reste du foncier très disponible à proximité de grandes villes. Mais du foncier où tu as le droit, parce que c'est des usines, quoi, quand même, tu vois. C'est des usines où les maires et les collectivités de ces territoires pauvres seront ravis d'avoir une usine qui s'installe, seront ravis de pouvoir avoir une baisse du chômage sur ces territoires où il y a un taux de chômage qui est un peu plus au-dessus de la moyenne nationale. Ils seront ravis d'avoir des recettes fiscales avec leur petit budget sur ces territoires pauvres. Donc il y a toutes les raisons pour faire un pont d'or à ça. Jean-Louis Borloo avait fait ça, on se souvient, à Valenciennes avec Toyota. Donc, très intéressant. Je pense qu'on ne leur vend pas ces territoires. Je pense qu'on leur vend mal ou qu'on ne leur vend pas. Et comme tu dis, ils n'y pensent pas. Donc plutôt que d'aller en Bretagne, il y a 1514 territoires qui seraient ravis d'accueillir une usine de ce type.
Super intéressant. Hein. Ah bah oui, c'est un vrai sujet. Il y a des territoires qui sont plus ou moins effectivement attractifs. Après, c'est une question, comme toujours dans ce type d'usine, c'est que généralement, il y a plusieurs centaines d'emplois à créer. Il faut donc derrière mettre en place la logistique, les transports. Enfin, il faut que tout ça puisse se greffer. Bref. Mais donc, ça mérite d'être réduit. La réindustrialisation. Et il y a eu aussi fermeture de la brasserie historique à Heineken à Schiltigheim. Là, Heineken, c'est très clair. Hein, trop de contraintes, agrandissement impossible, coût de production trop élevé. Emballer, c'est peser. Réindustrialisation, tu parles. Merci, les gars. Et donc, pour marquer tout ce qui se passe autour de la COP en ce moment, on parle RSE et donc avec Bernard Sananès, communication. Comment est-ce que les entreprises peuvent en parler efficacement? Vous allez voir ça.